oui, De ça plus fait en plus mal. sur la côte, je pense. Ah oui, ouais. Ah, Bon, je crois qu'on est surveillé, hein. bonjour, bonjour. Bon, oui, voilà. Bonjour. Bonjour, Saül. Du Salut. coup, je t'ai épinglé pour que tu sois en plein écran. Voilà, donc du coup, tu es au centre de l'écran. Bon. Tu vas bien? Oui, ça va, ça va, ça Bon. va. Productiviste comme toujours. Je me suis débrouillé pour arriver juste à l'heure parce qu'en fait, si tu veux, j'étais en commission Oui, pédagogique juste avant. Donc, voilà, j'arrive tout chaud. Voilà. Bon. Sébastien m'a dit que lui, il était aussi à la commission avec moi. Donc, du coup, le temps de rentrer, il se connecte. Est-ce que vous pensez que nous aurons le droit une à attestation de l'attestation de présence. présence? Oui. Oui. Ce qu'il faut, c'est que vous m'écriviez, du coup, vous me fassiez une demande par écrit et que je vous réponde, du coup. Je mettrai tout à l'heure mon adresse mail dans le chat. Oui, Voilà. et il faut que vous disiez que vous avez tout compris aussi. Ça. Donc, du coup, je prends tout à l'heure quand on commence, parce que les gens se connectent souvent au dernier moment ici, tu vois, enfin, comme d'ailleurs, enfin, de toute façon, Ah oui. voilà. Du coup, je prends 5 minutes pour présenter un peu, tu vois, Oui, voilà. oui, bien Et sûr. après, tu prends le temps que tu veux pour développer Bon, on est censé finir à 20h. 19h30 sur le papier. Ah oui, Et oui, c'est plus d'accord. court que dans le format que tu proposes. C'est 18h, 19h30 avec, si tu veux, 45 minutes, 1 heure de prise de parole pour toi. D'accord. Voilà. Et pour le beau programme que tu nous as transmis, Ah, c'est mais pas c'est mal. impeccable. Voilà. Je pense qu'il y en a besoin de 45 minutes hein, pour Oh, déployer oh, tout oh, ça. oh. J'ai besoin. Non, bon, pas celui-là. J'ai écourté pas mal, hein. Ah bon, du Mais coup. sinon, non, j'ai fait des journées sur la violence, entre autres thèmes. Et c'est des journées hein, où je parle seul. Après la présentation, je parle seul de 9h30 à 18h. Bon, là, l'idée quand même, c'est que tu ne parles pas tout seul quand même trop longtemps. Et Non, du non, coup, je sais pas, c'était 1 heure. juste un exemple. Et puis Non, non. après, je suppose que les gens qui participent auront des questions. Alors, Oui, oui. d'autant plus que là, il y a une première avec toi, c'est que jusqu'à présent, tu vois, chaque fois qu'on a organisé une conférence, en fait, c'était, je veux dire, à notre initiative à nous, tu vois, sur des enjeux qui sont en phase avec notre champ professionnel. Mais là, pour le coup, ça répond en partie à des demandes d'étudiants. Ah, Tu vois, il y a beaucoup de... Alors, je te rappelle, au départ, je t'avais dit, la violence institutionnelle, et fort justement, tu as proposé qu'on monte un peu d'abord, enfin, tu vois, on se situe un peu en amont pour clarifier un certain nombre de points, mais du coup, ça répond à des demandes, notamment d'étudiants. je suis avec Melito déjà. Alors, ok. Alors, à plus tard. Et ça va, toi? Oui, 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 oui. À plus tard, à plus tard. Et du coup, je n'ai pas oublié l'écrit, en fait. T'inquiète pas, tu sais, ce genre de choses, comme ça me tient à cœur, j'oublie pas du tout. Moment. Ça ne m'inquiète pas particulièrement. Bon, on attend 5 minutes encore. On attend encore 5 minutes. Est-ce que tu es d'accord pour que j'enregistre? Et accent compris? Tout compris. Oui, oui, d'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu fais après avec l'enregistrement, les renseignements généraux, quoi? C'est ça, exactement. Ouais. On a développé une chaîne YouTube où on diffuse, si tu veux, à nos abonnés. Voilà. Et essentiellement, pour l'instant, c'est l'usage, si tu veux. Tu vois, voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Bon, je vais essayer d'être sérieux. Résultat non garanti. Bon. On peut être très rigoureux et puis manier l'humour aussi, je pense que. Oui, 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 c'est mon truc. Et dis-moi, c'est qui les participants parmi En toi fait, et si tu moi? veux, c'est qui veut. Alors, il y a plusieurs cercles, si tu veux. Ça a été communiqué, donc
quelques jours auparavant, même un peu plus que ça, aux étudiants, à tous les étudiants. Tu vois, ma collègue qui est connectée, la Carolina Noguera, qui est anthropologue, a diffusé à tous les étudiants, premièrement. Et après, on diffuse via Facebook et via Oui, j'ai LinkedIn. vu. Oui, j'ai vu. Tu vois, voilà. Donc, potentiellement, si tu veux, là, pour le coup, particulièrement pour celle-là, la cible, c'était quand même le champ professionnel et particulièrement les étudiants, puisqu'il y avait des demandes. Mais après, plus largement, c'est qui est intéressé par la question, parce que c'est vrai que c'est une question quand même qui, j'imagine, peut intéresser pas mal de gens dans les temps qui courent. Bon. Alors, oui, à ma montre, il est 56 à 18 heures. Je prends 4 minutes la parole et puis après. Oui, c'est les mêmes fuseaux horaires, non? On est pareil, oui, oui. Ah oui, d'accord. On est pareil, oui. Je pense qu'on est sur le même. D'accord. Oui, aussi, pour les gens qui le souhaiteraient, et je peux indiquer mon adresse mail, on peut continuer pour ceux qui le voudraient par écrit, oui. Ah ben ça, volontiers. C'est souvent quelque chose qu'on propose, si tu veux. Tu vois, du coup, oui, volontiers. Si tu souhaites, tu laisses ton adresse mail et puis, ou alors, on peut aussi nous-mêmes la diffuser. Enfin, les deux Oui, n'entendent oui, pas. oui, Voilà. ça n'a pas changé. Oui, Le standard, c'est 40-40. oui, j'oublie. Putain, Manu à J'oublie qu'il faut que je sois vigilant avec le son. Oui. Parce que les gens parfois oublient de couper leur. Sébastien, rebonjour. Salut Laurent, bonjour, salut. Bonjour. Oui, avec Sébastien, on ne se quitte pas par visioconférence interposée, si tu veux. Tu vois, on passe d'un cadre à l'autre. Effectivement. Que tous les micros soient coupés, puis j'attaque ma petite présentation très très courte, salut, et puis après, voilà. Je l'aurais dit 14 fois en plus, donc personne n'aura entendu. Oui. C'est qui fait ce joli bruit là? C'est quelqu'un qui respire fort. C'est Émilie qui n'a pas coupé son micro. Émilie qui n'a pas coupé son micro. Il me semblait avoir coupé la chic à tout le monde, mais non, en fait. C'est pourtant votre spécialité, non? De couper la chic aux gens, j'adore. Oui, effectivement. Non, c'est pas vrai en plus. Alors, vous le faites bien. Alors, bon, écoutez, je vous propose qu'on commence. Et puis, le temps de mon laïus, chacun aura le temps de se connecter. Donc, du coup, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vous propose d'ouvrir une séance chargée pour ce soir, puisqu'elle vise rien moins qu'à démêler les chevaux des représentations, des expériences et des enjeux qui recouvrent le signifiant violence. Alors, un signifiant, ou plutôt, j'allais dire, un mot valise, une expression valise, tant les expériences concrètes qu'elle sert à qualifier sont à la fois profuses, diffuses et confuses. Voilà. Alors, profuse, parce qu'elle englobe aussi bien les formes classiques de criminalité que celles qui surgissent constamment dans nos sociétés de marchandisation et d'inégalité, auxquelles il n'est d'ailleurs nullement limité
puisqu'on ne saurait faire abstraction des conflits armés, par exemple, premièrement. Elle est diffuse parce qu'elle infiltre tous les secteurs de la vie sociale, urbain, rural, scolaire, conjugal, entrepreneurial, enfin bref, voilà, institutionnel. Et puis, du coup, le recensement de ces déclinaisons est, j'allais dire, hors de portée. Et enfin, elle est confuse parce que la gageure est intenable de penser sous ce seul terme des situations aussi dissemblables et parfois contradictoires que les petits délits et les crimes de sang, les actes contre les biens, contre l'environnement, contre autrui, contre soi-même, les violences préméditées et les violences délibérées, la légitime défense, les violences d'État, les violences civiles, bref, j'arrête là la liste. Et notre champ professionnel, donc le champ du travail social, n'échappe pas finalement à ce constat. Les symptômes sont nombreux. Alors, je prends 3 qui sont en lien finalement avec le sens de la sollicitation de Saül. D'abord, l'omniprésence de l'allusion aux violences institutionnelles pour qualifier des actes extrêmement divers. Par ailleurs, les demandes de formation portant sur la gestion de la violence se démultiplient, notamment à notre endroit. Enfin, les mémoires d'étudiants en formation d'éducateurs spécialisés particulièrement traitant de la violence sont nombreux et génèrent toute une série de difficultés finalement pour essayer de cadrer cette question, d'essayer de la conceptualiser. Donc, difficile de ne pas y entendre une demande d'éclaircissement, d'accession à des clés d'analyse, à même de permettre le frayage d'un chemin dans ce labyrinthe, finalement, qui est source de confusionnisme. Et donc, c'est dans cette perspective que nous avons sollicité Saül Kars, dont vous le savez tous, c'est presque une injure de le présenter, mais enfin, philosophe, sociologue, consultant, qui est aussi le directeur scientifique du dispositif de recherche théorique et d'intervention stratégique qui s'appelle Réseau Pratique Sociale. Bon, il est l'auteur de très nombreux articles, je vous y renvoie, notamment les étudiants via Kern. Il y en a un certain nombre dans les revues Empan, VST et Spirale qui sont à votre disposition. Il a écrit aussi un certain nombre de livres. J'en signale 4 pour faire court. Un, parce que la thématique me tient à cœur, qui s'appelle Théorie et politique Louis Althusser, donc qui a été publié il y a bien longtemps, en 1974. Et puis 3 autres, parmi d'autres en fait, 3 autres qui m'ont semblé importants en tout cas à moi. L'un qui s'appelle L'exclusion, définir pour en finir, qui a été publié en 2007. Un autre qui s'appelle Pourquoi le travail social, définition, figure clinique, qui a été publié en 2011. Et un dernier qui s'appelle Affaires sociales et questions intimes, qui a été publié en 2017. Voilà, donc je laisse la parole à Saül Kars. D'accord. Bien, merci à mon tour. Merci à vous, merci à Laurent de cette invitation. Merci aussi d'avoir fait déjà l'introduction. Effectivement, je peux commencer par le deuxième point. Il a très bien fait le premier, et la thématique absolument démesurée. Bon, de certaine manière, l'objectif aussi, parce que j'aimerais dire quelque chose qui se tienne sur la question de la violence. Comment on peut s'orienter dans cette question? Comment on peut s'orienter? J'ai 40 minutes. Quelle heure? Bon, un peu plus, mais égal. Et on peut éventuellement continuer ensuite, si vous le souhaitez, par mail. J'indiquerai mon mail après, ou Laurent peut l'indiquer. Bon. Dans le premier point, une problématique, vous avez la feuille, j'imagine, devant les yeux, vous pouvez la voir, qui est la liste de points que j'espère pouvoir développer inégalement parce que pour ne pas dépasser le temps. Donc, la violence, une problématique courante, quoique fort énigmatique. Expérience relativement courante, tout un chacun peut en témoigner, montrer des photos, évoquer des expériences. Notion fort polysémique, parce que ça s'applique à tout, et ça serait presque plus court de dire des situations où il n'est pas question de violence, sinon explicite ou moins implicite, et ça inclut effectivement toutes sortes de phénomènes, etc. Bien. Comment s'orienter? Là, j'ai pris une définition d'un philosophe, Yves Michaud,
Mais vous voyez comment je le titre. Une définition avec un point d'interrogation. C'est pas sûr qu'elle en soit une de définition. C'est quelqu'un de très bien, Yves Michaud d'ailleurs, qui publie beaucoup de choses sur la violence. Mais voici la définition. Je la lis rapidement parce que ce n'est pas ici le plus significatif. Il y a violence, explique Yves Michaud, il y a violence quand, dans une situation d'interaction, un ou plusieurs acteurs agissent de façon directe ou indirecte, en une fois ou progressivement, en portant atteinte à un ou plusieurs autres à des degrés variables, soit dans leur intégrité physique, soit dans leur intégrité morale, soit dans leur possession, soit dans leur participation symbolique et culturelle. Autrement dit, si vous trouvez quelque chose qui ne rentre pas dans la définition, vous aurez un... C'est une définition de la violence qui est à la hauteur de l'imprécision de l'objet. Ça dit beaucoup de choses, mais une fois encore, ça pose la question, une définition qui inclut tout, une définition qui inclut le monde, n'est pas une définition. Une définition par définition définie, c'est-à-dire trace de limite. Là, aucune limite. Tout rentre, même le reste. Bon, c'est une critique de ma part. Et en même temps, ma critique est injuste. Parce que, pour des raisons que je vais développer d'ici 19 heures ou plus tard, Yves Michaud donne une très bonne définition de la violence. Gardez, si vous voulez bien, gardez cette phrase. C'est une bonne définition de la violence. Le mot-clé, c'est là. L'article là. C'est une bonne définition de la violence. On verra. Bon, entrons dans le détail de ce que je voudrais vous dire. 3 déclinaisons structurelles, c'est-à-dire non accidentelles, qu'on trouve toujours. Bon, 3 déclinaisons pour définir commencer à définir ce qu'on peut entendre par violence. Il y a une déclinaison psychique, ça c'est Freud. Il y a une déclinaison politique, le plus habituel, le plus canonique à la matière, c'est cité le sociologue Max Weber. Et enfin, il y a une déclinaison historique qui est presque du sens commun. Déclinaison psychique d'abord, Freud, la sécurité de la vie, c'est de la répression des pulsions. C'est-à-dire, si on entend par répression une modalité de violence, et pour vivre, pour se supporter les uns aux autres, pour que chacun de nous puisse supporter autrui et se supporter soi-même, il ne faut rien de moins que la répression des pulsions. Les codes moraux chrétiens et autres en attestent. Dans la sécurité de la vie, c'est paye de la répression des pulsions. C'est la répression, donc, la répression est la répression pas au sens policier ou militaire. La répression des conditions sine qua non pour vivre en société et pour rester en vie. C'est parce que nous ne pouvons pas faire ce qui nous chante, ce que nous aimerions, ce qui serait bon pour nous de faire. C'est pour ça que nous sommes encore en vie. Donc, d'après Freud, à prendre avec pincette, mais l'idée peut être dénaturée beaucoup, il n'y a pas de société possible sans qu'il y ait répression des pulsions individuelles. Il n'y a pas d'éducation, j'ai dit ça aux éducateurs spécialisés que vous serez, pour une partie, il n'y a pas d'éducation sans un minimum de répression, comme il n'y a pas de formation sans formatage. Toute la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre que le formatage, qu'est-ce qu'il y a d'autre que la répression. En tout cas, on peut garder cette première idée. Comme toutes les autres que j'ai à vous proposer, on n'est pas obligé d'être d'accord. En revanche, on a tout à fait intérêt à écouter et ça peut servir. Ça peut servir à comprendre un peu le monde fou où nous vivons. Déclinaison psychique, donc, la sécurité de la vie, c'est paye de la répression des pulsions.
Deuxième, une citation canonique, 1000 fois citée, du sociologue Max Weber. Oui, celui-ci explique que l'État a le monopole de la violence légitime. La violence légitime, c'est celle de la police, l'armée et la justice. Et c'est que l'existence de l'État, ce n'est pas l'absence de violence, mais la confiscation de la violence par certains appareils obéissant, appareils policiers et militaires, et justice, et obéissant à certains principes. Donc, qu'est-ce que la paix sociale? Qu'est-ce que la paix sociale? Une définition pas très catholique, mais assez correcte. La paix sociale, c'est la violence relativement stabilisée, pacifiée. C'est la violence relativement stabilisée. Et en France, c'est très, très typique, les gardiens de la paix. Les gardiens de la paix sont armés. Ils sont armés soit des pistolets, soit des matraques, soit de l'autorité. C'est-à-dire que la paix, ce n'est pas l'absence de violence, comme on pourrait naïvement penser. La paix, c'est que la violence prend des formes relativement pacifiées. En clair, les dominés restent à leur place et les dominants aussi. C'est la confirmation de l'état des rapports de force. La confirmation des rapports de force. Bon, si on ne confond pas quand même sécurité sécuritaire. La sécurité, c'est ce qui fait la paix sociale, ou le consensus social, ou la cohésion sociale, différentes déclinaisons, mais une fois encore, ce n'est pas l'absence, ce n'est absolument pas l'absence de violence, mais la sanctification de certaines violences et la mise de côté d'autres violences. C'est-à-dire, oui, violence de la police lors de la répression de certaines manifestations, oui, violence de la police, pas violence des manifestants. Là, c'est une violence indue, celle des manifestants. Je cite, hein, bien sûr. Je cite à n'importe quel ministre de l'Intérieur, c'est pareil. Et différencier la sécurité du sécuritaire. Vous voyez, le sécuritaire, on peut donner différentes définitions. Là, je vous propose une. Le sécuritaire, c'est l'espoir d'une sécurité définitive et évidente, d'une conformité définitive et évidente. Le sécuritaire, c'est l'idée que la sécurité est établie une fois pour toutes. Que si nous continuons comme ça, tout va rentrer dans l'ordre et tout va se passer comme il se doit. C'est-à-dire, ce n'est pas la seule définition de sécuritaire qu'on peut donner, mais c'est dire que dans le sécuritaire, il y a l'illusion que la sécurité pourrait être éternelle, non définie à chaque fois. Non définie à chaque fois. Troisième déclinaison, là où les violences, un peu plus tard, je ferai la différence entre les deux essentiels, là où les violences parcourent l'histoire humaine, l'histoire humaine, l'histoire de la France, l'histoire de n'importe quel pays en fait, l'histoire humaine est l'histoire des violences qui la parcourent. L'histoire de l'humanité, je n'apprends rien à personne, l'histoire de l'humanité est une histoire hautement sanguinaire. Le maudit Covid est minable comparativement aux morts des conquêtes militaires, aux morts du travail, aux morts de la route, etc. Ça ne sous-estime pas, bien sûr, le Covid, mais c'est pour dire que l'histoire de l'humanité est une histoire d'une extrême et constante violence. Et il y a des périodes de paix, tout à fait. Il y a des périodes de paix. Si on appelle paix, ce que je proposais tout à l'heure, la violence est stabilisée. Pas absente, stabilisée. Prenant des formes plus ou moins supportables pour une partie de la population, pour d'autres, pas du tout. Bien. Ça, c'est pour les trois déclinaisons. Vous voyez, donc, c'est complexe comme problème parce que ça, il n'y a pas un havre de paix logé quelque part ou un État qui serait
complètement pacifique, c'est une contradiction dans les termes. L'État pacifique, ce n'est pas un État. Aucun État ne peut subsister, aucun État, quel que soit le régime capitaliste, socialiste ou autre, aucun État ne peut subsister sans un minimum de rapport de force. Et les bobbies anglais, la police anglaise, les bobbies anglais ne sont pas armés de pistolets, ils sont armés d'autres choses. Ils sont armés de leur prestige, ils sont armés de l'obéissance dans laquelle les Anglais sont formatés. L'histoire humanitaire est une histoire de violence. Pas que, mais aussi de. Ensuite vient une application de ce qui précède, c'est-à-dire à propos des violences institutionnelles. Comment une institution, je ne pense pas à l'armée, à la police, par exemple, cet exemple trop explicite, trop facile, mais comment une institution éducative, celle où vous allez travailler, vous avez fait vos stages, comment une institution peut-elle respecter le règlement intérieur, faire que les gens arrivent à l'heure, à peu près, en travail social, l'heure est souvent une métaphore, mais que les gens arrivent à l'heure, que les enfants se taisent, au moins à la troisième demande. Comment une institution éducative ou religieuse, et comment une institution instaure-t-elle, maintient-elle son fonctionnement, ses missions, ses objectifs? Saül, excuse-moi, je t'interromps, je t'entends avec un écho. Je ne sais pas si je suis le seul. C'était moi, désolé. C'était moi, je suis désolé. D'accord. Ok. Alors, c'est la personne qui va continuer l'exposé? Ah non, je suis désolé, j'avais pas vu que j'avais le micro, je viens d'arriver, c'est pour ça. Très bien. Ah, ça peut être une bonne punition. Hein? Bon, je suis resté parce que je me perds parfois avec moi-même. Ah oui, comment une institution instaure-t-elle, maintient-elle son fonctionnement? Fait-elle respecter le règlement intérieur à peu près, à quelques concessions près? Et bon, la réponse, c'est la violence. On peut l'appeler discipline. On peut l'appeler système de récompense et de punition éventuellement. Mais aucune institution ne fonctionne en parlant seulement au cœur des gens, en mobilisant des besoins éducatifs. Ça ne fonctionne pas. C'est un rapport de force. Les rapports de force n'ont pas à être méchants. On peut être un bourreau aimable. On peut sourire. Hein? On peut sourire. Mais ça peut être vécu. Les bourreaux en question, bon, il faut pas accentuer la provocation. L'éducateur en question peut être un nanti de très bonnes intentions, c'est souvent le cas, c'est presque toujours le cas. N'empêche que les activités qu'il suggère peuvent être vécues comme des impositions violentes par les jeunes concernés, c'est-à-dire que sans rapport de force, qui est encore un autre volet, rapport de force, un autre volet de ce concept mou, pour le moment, jusqu'à 19h, des concepts mou de violence, vous voyez, le rapport de force. Sans rapport de force, il n'y a pas d'éducation possible. Je crois qu'on se raconte, en toute sympathie, on se raconte de bobards quand on parle de projet éducatif sans imposition, projet éducatif sans contrainte. Ça, c'est au pays des bisounours. Ce n'est pas dans la France réelle ou dans le Japon réel. Il n'y a pas de rapport éducatif sans contrainte, sans menace d'enfer, sans aller voir Madame la directrice, comme on nous faisait à l'école primaire. Je ne suis pas en train de dénoncer quoi que ce soit. Hein. C'est bien pire ce que je raconte. Je suis en train de dire, je prétends dire
comment les choses se passent, comment les affaires éducatives se développent. Ils se développent, ils tiennent, entre autres, pas que, mais pas sans contrainte. Pas qu'avec la contrainte, comme ça on s'évite des discussions inutiles, pas qu'avec la contrainte, mais il n'y a pas d'éducation possible sans contrainte. Bon, ça peut déstabiliser quelques vocations religieuses, ce propos. Mais l'éducation, c'est ça. Hein. Là-dessus, on a deux postures complexes, c'est la même chose. Soit on dit qu'il n'y a pas de violence institutionnelle, ça c'est un discours assez typique chez les cadres et ceux qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire la capacité à infliger des violences institutionnelles, de dire que non, que chez nous, c'est pas comme ça. Ce que vous dites, me disait quelqu'un une fois, à Blue H, je ne m'abuse, ce que vous dites est très intéressant, mais ça ne concerne pas notre institution. Oui, je disais, oui, c'est l'institution d'à côté seulement. Oui, oui, c'est ça. Oui. Il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Je pense que c'est une des conditions pour exercer ce boulot d'une certaine manière. Il n'était pas au courant. Et la bonne conscience. En face, et ça peut vous arriver, on a son pendant, la mauvaise conscience, c'est-à-dire certains sont tentés de dénoncer la violence institutionnelle. Non, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Et je circule dans la rue, quelqu'un me donne une baffe, oui, c'est la violence, ou l'agression en tout cas. Mais on ne peut pas dénoncer dans le même sens la violence institutionnelle, car aucune, quelle qu'elle soit, aucune ne fonctionne sans violence. Dénoncer qu'une institution est violente, c'est dénoncer qu'elle existe. En revanche, évidemment, on peut discuter des formes de violence. Pas la présence ou pas de violence. C'est indiscutable. Ça vous va, d'accord, ça vous va pas, c'est pareil. Ce dont on peut discuter, c'est comment il inflige ces violences, quel est le droit à la parole et la dissidence, comment les enfants qui ne sont pas d'accord peuvent exprimer leur désaccord et faire que ces désaccords soient pris en compte, ça oui. Mais une institution sans violence, non, on peut se battre pour une institution avec violence supportable. C'est pas rien. C'est pas tout, vous direz. Et oui, c'est pas tout. Sans violence, sans agression, sans imposition, sans contrainte, de différentes manières, une institution n'est pas possible. Sans service, heureusement, c'est possible. Là-dessus, deux petites démarcations. Généralement, quand on parle de violence, y compris, je crois, moi-même depuis 18 heures, quand on parle de violence, on parle de violence subie. Subie. On m'a donné une baffe, l'institution m'a exclu, etc. On pense à violence subie. Il est rare, pas impossible, mais il est rare qu'on parle de la violence qu'on inflige soi-même. Soi-même, en règle très générale, on n'inflige pas de violence et on réagit en toute légitimité. C'est la définition même de la violence de Max Weber. Vous voyez, je ne suis pas violent, ma réaction n'a pas été violente, c'est juste parce que j'étais attaqué. Certes, j'étais attaqué. Mais quand on fait un discours sur la violence, on se plaint de la violence, c'est très généralement la violence qui tombe sur moi. Pas tellement la violence que j'inflige autrui. C'est pourquoi certains discours sur la violence institutionnelle ne devraient pas nous faire oublier que moi, éducateur de base, j'en inflige aussi des violences. Mais je vous dis, la violence n'a pas à être la torture. Hein. Il peut être la inattention, comme c'est un concept aussi
sans consistance, vous voyez. Ça peut être aussi la inattention, ça peut être aussi ne pas trop s'inquiéter d'autrui ou lui imposer tel ou tel horaire, etc. Et si vous n'imposez pas d'horaire, il n'y a pas d'information possible. Hein. Je ne suis pas en train de dénoncer. Je suis en train de dire que s'il n'y a pas d'horaire, s'il n'y a pas de devoir à rendre à telle ou telle date, à quelques marge de manœuvre peu. Après, s'il n'y a pas d'horaire, s'il n'y a pas de... je voudrais qu'on étudie tel thème. Oui, mais ce n'est pas dans le programme, mon ami. On ne l'étudie pas. Comment une formation peut-elle se dérouler sans imposition? Pas possible. Pas possible. Ça fait des années que je lutte pour cette banalité. Vous voyez? Entre autres banalités, mais je lutte un peu comme Don Quichotte. Bien. Il y a la violence objective, la violence subjective de laquelle on parle. Ton geste, dit quelqu'un à quelqu'un d'autre, ton geste très violent. Ouais. On peut le vivre comme violent. Il n'était pas dans la motivation de celui qui a fait les gestes. Dans le métro à Paris, il y a des violences tout le temps. Pour entrer dans le wagon, pour sortir du wagon, pour se faire une place, pour tâcher de respirer, même le Covid, tout et tout. Mais les personnes qui poussent ne sont pas violents. Ils essaient de sortir simplement. Oui, pour eux, ils ne sont pas violents. Ils sont des passagers pressés. Donc, quand on parle de violence, il faut bien s'entendre sur sa modalité. La violence de telle armée, violence à la police, non, non, c'est maintien de l'ordre. Ce n'est pas la violence, c'est le maintien de l'ordre. Et comme vous savez, quand vous changez les appellations, vous changez l'objet désigné. S'il y a violence, il y a lieu de la dénoncer, voire de punir le coupable ou de sanctionner le coupable. S'il ne s'agit pas de violence, mais de maintien de l'ordre, c'est normal que ce soit comme ça et qu'il y ait quelques effets secondaires ou des effets non désirés. Vous voyez, dans la question de violence, les appellations sont... Bon, pas qu'en violence, mais dans la question de violence, les appellations, les concepts, les notions sont absolument déterminantes. Bon. Ça, c'est un panorama que j'essayais de faire général pour entrer dans les cadres violents qui m'est imposé par M. Melito et que j'ai accepté parce que je suis victime de la loi. Que faire avec tout ça? Perspective. Perspective. Comment se débrouiller avec cette avalanche de la violence? Tu peux prendre toutes les pilules que tu veux. L'envie de t'approprier du bien d'autrui ne t'abandonnera jamais. L'envie de casser la gueule de celui qui n'a pas fait aussi vite ou aussi lentement que ce que tu attendais, et ça ne te quittera jamais. Comment ne pas être déçu de ce candidat qui se fait élire en promettant la fin de la violence et que le premier acte, c'était... Mais c'est touchant, cette déception, mais invraisemblable. Comment un président de n'importe quoi, hein, d'une association, d'un pays, comment exercer le pouvoir seulement en parlant au cœur des gens? Que dalle, tu parles aussi à leur portefeuille, tu parles à la répression ou à la menace de protection, de répression, etc. Bien, que faire avec tout ça? Comment je fais? Parce que tout ça est très joli, mais bon, cette réunion finie, et demain, il y a un stage. Et demain, il y a les enfants dont il faut s'occuper, ou les adultes. Qu'est-ce que je fais avec le premier qui me donne une baffe? Qu'est-ce que je fais avec celui qui n'est pas à l'horaire? Bon, je vous propose 3 idées.
qui ne vont pas régler l'affaire. Bon, ils vont pas les, je crois, ils vont pas les compliquer non plus. Ils vont pas régler l'affaire, mais permettent de s'orienter un peu et en tout cas de déclencher un échange entre nous. Premier point. Je reviens à la définition d'Yves Michaud, dont j'ai signalé, vous pouvez le voir tout seul d'ailleurs, dont signaler que c'est une définition à tiroir, mais que les tiroirs n'ont pas de fin. C'est une commode bretonne, vous voyez, et tout rentre. À juste titre, parce qu'il définit la violence. Et la violence, ça n'existe pas. Voilà la conclusion de cette soirée. La première, il y en a d'autres encore pires. La violence n'existe pas. Dénoncer la violence, y compris de la police, dénoncer la violence, c'est au mieux un raccourci de langage, au pire une confusion mentale profonde. Ce qu'on peut dénoncer, c'est des violences de certaines polices dans certains pays contre certains manifestants. La police est violente, que dalle. La police est hautement protectrice. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, comment, etc. Donc, voici la première des trois propositions malhonnêtes. La violence n'existe que d'un point de vue socio-historique. La violence est toujours qualifiée. Il faut passer de la violence en général, qui est un concept, et les concepts Spinoza, bon, je cite souvent, Spinoza disait, le concept de chien n'aboie pas. Les concepts de chien n'aboient pas. Certes, ce qu'il y a sont les chiens encore réels. Donc, ce qui existe, ce n'est pas la violence en général, mais toujours des violences particulières. Donc, il faut faire attention, dès que quelqu'un dénonce la violence, en réalité, il est en train de dénoncer la violence qu'il subit, surtout pas celle qu'il inflige. Celle qu'il reçoit ou qu'il croit recevoir, et surtout pas celle qu'il inflige. La violence est une entité métaphysique, un état de lévitation sociale. C'est-à-dire, vous n'allez pas la trouver sur votre terrain de stage, ni dans la vie institutionnelle, ni dans la vie familiale. Ce que vous trouvez, c'est des formes particulières, historiques, etc. Bon. Deuxième point. Les discours sur la violence en général, c'est-à-dire la violence non qualifiée, contribuent à la dépolitisation des questionnements et en soumission à l'égard de l'ordre historique des choses. Bon, je lis d'abord, après je reviens, ce sont des définitions kilométriques. Les discours sur la violence en général, sur la violence non qualifiée, contribuent à la dépolitisation des questionnements et des insoumissions à l'égard de l'ordre historique des choses, jusqu'à en faire des événements fondamentalement subjectifs. Exemple, la violence des jeunes. La formule, la violence des jeunes est une formule hautement cryptée, codée, hein, parce que ce n'est pas la violence, c'est certaines modalités de violence. Ils ne jettent pas de bombes, les jeunes en question, et ils se révoltent sur certaines formes, et surtout, il ne s'agit pas des jeunes. Ce sont les jeunes des quartiers populaires, hein, quand on dit la violence des jeunes, à Paris en tout cas. Quand on parle de la violence des jeunes, ce n'est pas les jeunes de beaux quartiers où il y a aussi des jeunes filles et des jeunes mecs. C'est-à-dire que la violence des jeunes, c'est en fait des violences de certains jeunes, de certains quartiers, de certaines conditions sociales. Ça, il me semble qu'un éducateur a tout à fait intérêt à le savoir, que sous couvert de jeunes,
il est question de jeunes socialement situés. C'est-à-dire là, c'est ça la proposition numéro 2, que chaque fois qu'on parle de la violence, chaque fois qu'on dénonce la violence, en réalité, on essaye de dépolitiser l'insoumission à l'égard de l'ordre existant. Quand on parle de la violence, en général, sans la qualifier, c'est une tentative, je dirais, de noyer le poisson, tentative pour dépolitiser le fait que ce qui existe sont des violences historiquement connotées, on verra après les violences conjugales un peu plus tard, et historiquement connotées, qui deviennent alors des affaires fondamentalement subjectives. Et c'est un peu peu que de caractériser les terribles violences conjugales que le Covid semble encourager d'une certaine manière, donc de les considérer comme, de les expliquer par la personnalité généralement du mari, même si il a traité des situations de violences conjugales où c'était le mec qui était tabassé. Bon, il faut dire qu'il était algérien, sa femme était costaude et française, mais c'est pas une raison quand même. Et on psychologise, si on pense que c'est la personnalité du mari, que il faut voir la situation, il faut voir contre quoi se révolte. Qu'est-ce qu'il frappe le mari quand il frappe sa pauvre femme? Qu'est-ce qu'il frappe? Je ne le justifie évidemment pas. J'essaie de dire qu'on ne comprend pas le phénomène si on le met sur le seul compte de la violence, en général presque avec un V majuscule, sans repérer les idéologies généralement machistes qui sont en œuvre. Bon, en tout cas, tout ça pour dire, c'était mon point 2. C'était donc pour dire qu'il faudrait, si possible, se méfier comme de la peste de toute évocation de la violence en général, de la violence au singulier. Il faut la qualifier. Il faut la qualifier, c'est-à-dire mettre à nu, autant que faire se peut, mettre à nu les éléments culturels, idéologiques, économiques qui la rendent possible. C'est pour ça que mon titre est passer de la violence aux violences plurielles. Aux violences plurielles. C'est pourquoi je vous disais tantôt, on ne peut pas demander d'une institution qui ne soit pas violente. On peut exiger, en revanche, qu'elle mette en place des formes de violence, j'allais dire plus douces, oui, quelque chose comme ça, des formes de violence davantage supportables par le destinataire. Vous voyez, c'est renoncer à l'idée d'une paix absolue chez les humains. Nous sommes très belliqueux. Certains étant suffisamment réprimés pour paraître doux. Mais nous sommes assez belliqueux. Pour être belliqueux, ce n'est pas nécessaire de donner des baffes. Hein? Troisième point et dernier, et après nos échanges avec les survivants tout au moins. La violence, donc des violences, concernent des actes, des discours, de fonctionnement codifiés comme violents vis-à-vis de certains modèles. Oui. L'idée, presque bizarre, la proposition en tout cas un peu bizarre, c'est de dire qu'il n'y a pas de violence en soi. Mais des violences, vous voyez, c'est dit qu'il y a violence en soi, on tombe sur la définition d'Yves Michaud, tout rentre et rien n'explique rien. Donc, il vaut mieux parler donc encore de violence plurielle, singulière, et par là même, il y a violence à l'occasion d'actes, discours, fonctionnements codifiés comme tels vis-à-vis de certains modèles.
s'il n'y a pas de modèle, s'il n'y a pas d'idéaux, s'il n'y a pas de fantasmes de ce qui est violent, de ce qui n'est pas, aucun acte est violent ou tout acte est violent, c'est de pareil au même. C'est la bonne définition par dérision d'Yves Michaud. Pour qu'il y ait violence, donc, pour qu'il y ait violence, il faut qu'il y ait certains modèles, généralement implicites, couramment, il manque un mot, et les plus souvent hégémoniques dans une société donnée. Et ça, c'est une définition qui marche très bien, parce que quand on dit la violence, hier au marché, j'ai vu un acte de violence, et c'est par rapport à certains modèles de comment on doit se comporter au marché. Sinon, il n'y a pas de violence. Il y a juste un type qui a trop picolé. Tel ou tel geste d'éducateur peut être vécu par l'enfant comme très violent. C'est une question de code. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et là je vais arrêter, et non, c'est bien. Et on ne peut pas penser la question de la violence. On peut la vivre. On m'a donné une claque, on m'a empêché de traverser la rue. Bon, on peut la vivre, mais la penser, c'est-à-dire savoir de quoi ça retourne. Quand on est éducateur, quand même, n'est-ce pas? Quand on est éducateur, on doit savoir un peu ce que violence veut dire. Sinon, de quoi tu t'occupes? Je m'occupe de la violence des jeunes. Gna, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. S'occuper de la violence des jeunes suppose, petit A, que tu définisses un peu de quel jeune tu parles, et petit B, qu'est-ce que tu appelles violence? Et donc, je dis que la question de la violence n'est pas pensable, et que quand on est éducateur, on a intérêt à penser, que penser, c'est ce qui... Penser, c'est la ligne de marcation entre acte professionnel et passage à l'acte de l'éducateur. Je dis que la question des violences, la question des violences est indissociable de la question des modèles culturels et idéologiques à l'œuvre de son société donnée. Bon, cela dit, je ne prétends pas, ça serait tout à fait inquiétant, je ne prétends pas avoir résolu la question de la violence. Je pense avoir perturbé un petit peu, j'espère, et dire qu'il faut l'interroger, qu'il faut s'interroger là-dessus, utiliser ces concepts avec prudence. Avec prudence. Oui, avec prudence, c'est le mieux. Pour parler scientifiquement, pour déconner le moins possible, hein, si on veut parler scientifiquement. Messieurs, dames, voilà ce que j'avais à dire sur la violence qui n'existe pas, sur les violences qu'on peut contenir un peu. Amen. Merci beaucoup, en tout cas, Saül. C'était extrêmement clair et extrêmement stimulant, en fait. Alors, du coup, je propose qu'on fasse comme les fois précédentes, c'est-à-dire que ceux d'entre vous qui souhaitent réagir ou poser des questions, vous ouvrez votre micro et puis vous n'hésitez pas. Plutôt que de passer par le chat, je préfère que vous preniez la parole si vous voulez bien et qu'on échange. Oui, je marque mon adresse mail au cas où. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Des questions faciles, de préférence. Non, s'il y a une question difficile, je pars pour 1 heure. Hein. C'est une menace. Non, ce sont des questions à chaud parce que là, il faut digérer tout ça. Hein? Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Mélanie, enchantée. Oui, ça se voit.
Je suis en dernière année de formation d'éducatrice spécialisée. Hein? J'ai pris le webinaire en route. Alors du coup, je n'ai pas tout entendu. J'espère ne pas dire de bêtises. De ce que j'ai entendu, vous dites que la violence n'existe pas. Oui, vous avez tout entendu. Je me fais une réflexion là-dessus. Moi, je me dis que la violence est partout. C'est-à-dire qu'elle peut aller d'une phrase qu'on va dire à quelqu'un, de pensées qu'on va pouvoir avoir, de violences qu'on va même pouvoir se faire à soi-même Oui. lorsqu'on a une addiction ou voilà, quelque chose. Ça peut être aussi, oui, de la violence physique, vous en parliez. Et du coup, oui, je me questionne beaucoup sur ce que vous dites, parce que je trouve qu'il y a de la violence partout, même dans l'écologie. Voilà, du coup, on a créé l'écologie parce qu'il y avait de la violence sur la planète, par exemple. Il y a de la violence au niveau des animaux, il y a de la violence... Enfin, ouais, moi, je la vois un peu partout et sous Oui, on est différentes formes. foutu. Oui. Bon, très bien. Enfin, très bien, je ne sais pas. Vous savez ce que je vous répondrai, Mélanie, au risque de vous fâcher? Allez-y, dites-moi. Non, pas caché, pas fâché, mais bon. Et la violence est partout, c'est la définition du début, vous n'étiez peut-être pas là. La Non, définition d'Yves Michaud qui montre, si vous centrez dans la définition, il correspond absolument à ce que vous dites. La violence partout. Mais je disais humblement qu'une définition qui inclut tout le monde ne définit rien. Définir veut dire mettre des limites. Alors, vous définissez la violence sur le modèle théologique de la définition de Dieu, qui est partout, comme vous savez. Et ce qui est partout, ce n'est pas la violence. Ce n'est pas la violence, de fait. D'une part, la liste de ce qu'on fait rentrer dans la violence, depuis l'irrespect, les sévices, les sensibilités, etc. Et d'une part, la liste est absolument détendue, insaisissable. Et une fois encore, si un concept, si une notion, bon, si un concept peut recevoir tout le contenu du monde, c'est plus un concept. C'est un ballon de baudruche, plein de trous. Plein de trous. Et c'est le modèle de Dieu, comme nous sommes une civilisation judéo-chrétienne, laïque ou pas, c'est presque en détail sur ce point. Dieu ne nous a pas abandonnés, enfin surtout nous n'avons pas abandonné la divinité, et nous venons et nous plaçons la violence partout. Et au palais de l'Élysée, il n'y a pas de violence policière. Au beau quartier Paris, il n'y a pas de violence policière. C'est la Bastille à la Nation. Et les agressions ne sont pas universelles. Ils ne sont pas la même forme. Ils ne sont pas les mêmes contenus. Je crois que, évidemment, on peut faire un discours. C'est le cas très généralement, ça peut dépayser un peu dans ce que je raconte. On peut faire un discours sur la violence en général qui s'étend, bon. Mais c'est un discours de... Je pense que vous êtes jeune pour être en troisième année. C'est un discours d'anciens combattants, ma chère. À mon époque, la France était plus calme que dalle. C'est un monsieur qui a une mémoire courte, aucune, va savoir, qui a une mémoire courte. Non, ce qu'on peut dire, c'est que les formes de violence étaient différentes. La police ne tirait pas avec taser, tirait avec d'autres éléments. Et si la violence est partout, qu'est-ce que vous allez faire, vous, petite éducatrice non armée, dans une colonie de vacances, la nuit tombée, avec les gaillards qui vous guettent? Si la violence est partout. Heureusement pour vous, la violence n'est pas partout. Ce qui se répand sont des formes
des violences, ES, différentes. C'est à ça que vous savez faire. S'il existait la violence, votre boulot est absolument dérisoire. Votre boulot est tout à fait inutile. Si en revanche, votre boulot est, comme vous le pensez, je le pense, absolument nécessaire et très bien, ce travail social est absolument nécessaire et très bien, c'est parce qu'il se confronte à des formes de violence conjoncturellement intenables, mais pas à la violence. Personne ne se confronte avec la métaphysique, sauf le théologien. Ce n'est pas votre cas, j'espère pour vous. Bon, dites-moi en quoi vous n'êtes pas d'accord, ma chère. Non, du coup, oui, quand vous dites, quand je disais aussi la violence est partout, oui, voilà, je voulais aussi dire qu'elle avait différentes formes. Mais par exemple, je ne sais pas, oui, voilà, les moments de guerre, je ne vois pas comment on peut dire qu'il n'y a pas de violence. Voilà, les violences policières dont vous parliez aussi. Oui, les violences verbales, les violences physiques. Et du coup, comment contrer ça? Après, ça va être plutôt idéologique, mais moi, je vois ça plutôt par de la bienveillance, par de l'humour, par plein de choses qu'on peut apporter en tant qu'éducateur spécialisé pour essayer de travailler aussi avec cette violence et de pouvoir la minimiser au mieux. Après, bien sûr, on le répète souvent, on n'est pas des super-héros et on ne peut pas révolutionner le monde, mais Dommage. oui, c'est dommage, mais bon, en même temps, comme je dis toujours, on n'aurait plus de boulot sinon. Mais Non, vous n'aurez pas de boulot si c'était vrai que la violence est partout. C'est là que vous n'aurez pas de boulot. Vous avez du boulot parce que des violences, ES, des violences singulières et particulières s'exercent. Vous êtes payé pour les contrer, non, pour les plus ou moins endiguer un peu. Vous ne pouvez pas venir à bout de la violence, des violences. Vous pouvez l'endiguer un peu, c'est pas mal. C'est pas mal. Si vous pensez pouvoir l'endiguer, vous donnez une tâche absolument démesurée pour laquelle vous n'êtes ni formé ni équipé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, Laurence. Oui, merci, parce que comme je suis sur le... si j'ai bien compris, du coup, la violence, elle existe au travers de nos ressentis, mais vous dites on peut l'indiguer, mais par contre, on peut tout à fait la créer, du coup, si... parce que la violence est un... La voix arrive trop coupée, excusez-moi. De famille qui est... Oui, c'est vrai que Laurence, on entend votre voix de manière très métallique, en fait, et hachée. Ah, attendez. Oui. Bon, Je ne fais que ça, oui, j'attends. Je change de place. Je sais pas si vous m'entendez mieux là. Enlève la caméra, sinon, Laurence, non? Peut-être que ça sera mieux. Pas sûr. Là, ça va mieux? Oh, guerre. Bon, Bon, dites quelque chose. On va voir. Quelqu'un va comprendre et traduira, oui. Voilà, quelqu'un essaye de déchiffrer, s'il vous plaît. Très bien, allez. Ah ben voilà. Si donc puisque la violence est un ressenti, vous dites on peut pas contrer la violence, mais on est en tant qu'éducateur parfois responsable de ce ressenti-là chez certains enfants. Par exemple, un gamin qu'on va sortir de sa famille qui est victime de faits de violence, on le sort de sa famille et ça ça peut être ressenti comme étant violent pour lui, étant donné que... C'est une violence, mon cher. C'est pas seulement ressenti. Vous le sortez de sa famille, ce que je trouve absolument fondé. Absolument fondé. Vous le sortez de sa famille parce qu'il est objet ou victime de violence, mais pour le sortir, il faut de la violence, non? Une autre forme de violence que celle des parents. Oui, c'est ça. Et du coup, nous, on peut se remettre en question aussi. Mais non. Remettez en question votre fidélité chrétienne. Non, vous ne pouvez pas fonctionner. Il n'y a pas d'éducation possible sans un minimum de contraintes.
sans un minimum de contraintes que parfois est assez costaud comme contrainte. Pour le sortir de sa famille et l'amener au foyer de l'enfance local, et vous utilisez la violence, non? Oui, complètement. Vous expliquez autant que possible, certes. Vous essayez de parler avec la mère et ou le père, mais la violence n'est pas que dans la famille. Donc, je dis ça un peu rapidement, trop rapidement même, parce que l'enfant vit la situation comme violente, tout à fait, mais c'est violent en plus de qu'elle la vive comme telle, c'est violent. Il faut se réconcilier avec la violence. Ne pas penser que le flic en a un monopole. Disons pour C'est-à-dire vous... qu'il faut qu'on fasse avec. Pardon? C'est-à-dire qu'elle est là, et effectivement, donc elle est là, elle est perceptible, et qu'on fasse avec, en fait. Oui, mais aussi la vôtre. Hein? Et vous n'avez pas en face des démons et vous des anges. Que dalle, hein? C'est pas ça. Ça, c'est pas l'éducation réelle. Hein? Ça n'existe pas. Non, non, c'est la confrontation entre des formes de violence différentes. C'est ça qui est en cause. Et c'est ça qu'on peut éventuellement aplanir un peu. Mais un monde sans violence aucune est un monde sans monde. Donc la violence existe. Je ne préconise pas la guerre, bien sûr. Il suffit de l'éducation spécialisée. Hein. Oui, mais qu'est-ce qui nous laisse penser qu'en fait, notre réponse qui est violente paraît moins violente? Non, votre violence comporte un volet de violence. C'est pas voilà. Ah oui, il n'est pas d'accord? Non, mais c'est un gros chien. Mais qu'est-ce qui nous laisse penser? Pardon. C'est pas mal, c'est pas mal, ouais. C'est le charme du Zoom. Hein? Ouais. Ça fait zoom tout. Et non, votre réponse n'est pas violente. Comme ça, par définition, comporte un volet violent d'imposition, voire appel à la force publique pour que telle ou telle décision du juge soit suivie des faits. Mais votre question était, qu'est-ce qui nous fait penser que notre violence est quoi? Est fondée? Excusez-moi, vous pouvez... J'ai pas entendu. Je vous ai coupé, je crois vous avoir coupé au milieu d'une question. Qu'est-ce qui fait que notre réponse, qui comporte un volet violent, qu'est-ce qui nous assure qu'elle est quoi? Que notre réponse est quoi? Qu'elle est moins violente que ce qui est déjà perçu par l'autre. Ouais. Réponse. Vous voulez la réponse? Oui, je veux une réponse. S'il vous plaît. Rien. Rien ou Dieu, comme vous voulez, c'est pareil. Hein? D'accord. Et donc, puisqu'on est sûr de... Mais non. Enfin, je sais pas. Je dis par la rigolade une réponse qui est très difficile, donc je me réfugie dans le mot noir. C'est un rapport de force. C'est la place que vous occupez en tant qu'éducatrice spécialisée, diplômée d'État. C'est la place que vous occupez dans l'appareillage de pouvoir et la capacité objective qui est la vôtre d'imposer des décisions. Oui, c'est pas que vous êtes plus ou moins violent que l'autre. Ça, c'est des discours. Non, le réel, c'est que vous êtes éducateur et l'éducateur détient, et je vous félicite, un diplôme d'État, c'est-à-dire une parcelle de pouvoir d'État. Et vous savez, en tant que tel, la possibilité d'imposer certaines mesures. Donc, c'est pas que vous soyez plus ou moins violent. Vous êtes très, très gentils, tous, toutes, enfin la plupart en tout cas. Mais vous occupez des places qui garantissent que votre violence n'est pas la meilleure, n'est pas la pire, et juste celle qui va s'imposer. Sauf révolte des bénéficiaires. D'accord. Là, pas si vite, pas d'accord, mais bon.
à des gestions lentes. Hein. À des gestions lentes, il faut laisser travailler, il faut voir comment on fait, tout ça. J'ai une question sur... Pardon. Non, Bonjour. excuse-moi. Anne. Bonjour. Moi, je suis assistante sociale. J'ai une question. Quand vous parlez de violence, moi, je pense à la délinquance. Et du coup, je me dis que il faut peut-être aussi la déconstruire, enfin déconstruire ce concept, comme vous le faites pour les violences. C'est pareil, non? Non, c'est pas pareil, mais c'est à construire, oui, bien sûr. Mais alors, comment on peut l'interroger? Demandez au chef Melito de me donner 1 heure sur la délinquance, je vous en parle. Très bien. Non, sinon c'est du tourisme, vous voyez, c'est trop rapide. Bon. Et il faut voir la question de la délinquance du point de vue du travail social. La délinquance, c'est un concept à définir. Comment ça s'appelle? Il a un bulletin, excellent bulletin d'ailleurs, gratuit. Publié en Internet. C'est toute délinquance, société, et je ne sais pas. Il y a 3 mois dans le titre. Très, très, très intéressant. Pardon? Laurent Micheli. Laurent encore, oui. Laurent Micheli, en effet. Merci. Et donc, il a un type très bien. Il publie tous les 20 jours environ un bulletin sur Internet. Il suffit de le demander. Il vous inscrit définitivement. Où il traite cette question dite. Il dit, je crois qu'il dit, dite de la délinquance. Il est venu à un de mes séminaires, on parlait comme ça. Dite de la délinquance. C'est un concept, bon, qui n'est pas un concept, c'est une notion très difficile. Hein. Heureusement, je n'ai pas 1 heure pour le développer, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dirais. Et c'est lui qui viole la loi, que dalle. Vous imaginez tous les politiciens qui seraient en prison? Si c'était la définition de la violence. Moi, j'ai une question. Non, moi j'ai une réponse, attendez. En tant que travailleurs sociaux, vous n'avez pas affaire avec des délinquants, même si vous travaillez à l'administration pénitentiaire. Vous n'avez pas affaire avec la délinquance. Vous avez affaire avec des mecs et des nanas qui, entre autres caractéristiques, ont celle d'un casier judiciaire, parce que sinon, elle n'est pas délinquant. Hein. Et les puissants de ce monde ont rarement des casiers judiciaires. Et pourtant, point de vue moral, sont hautement délinquants. C'est une question compliquée. Donc, c'est compliqué. Oui, c'est une bonne ou mauvaise idée que vous avez eue de construire ce concept. Oui. Invitez Micheli, il pourrait dire des choses astucieuses. Il faut le travailler un peu parce qu'il est un peu timide, le mec. Mais bon, ça va. Bon, et Norio 643, qu'est-ce que vous voulez? Salut, juste un mot. C'est prévu, il est prévu en juin qu'il intervienne, monsieur. Ah, très bien. Les grands esprits se rencontrent. Voilà. Pardon, du coup, je. Et Norio 643. Oui, Norio 643. Je m'appelle Nathalie, je suis assistante sociale à la CAF et j'interviens auprès de divers publics, notamment les femmes victimes de violences conjugales. Alors, j'ai eu des petites coupures de Wi-Fi tout à l'heure, donc je vous ai entendu dire que vous deviez revenir sur ce sujet-là et je ne vous ai pas entendu revenir dessus. Alors, bon, peut-être que c'est mon Wi-Fi, hein, mais non, mais je ne me vois pas dire à une femme victime de violence que la violence n'existe pas. Donc, voilà. Heureusement, oui. Sinon, elle vous casse la gueule. Ben, voilà, comme ça, je lui dirais, vous voyez, c'est pas violent. C'est violent, bien sûr. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, petit peu plus en tout cas? Attendez, si Norio 643. C'est la science-fiction.
C'est mon code de boulot. C'est pour ça, je suis désolée, je ne l'ai pas choisi. Pourquoi pas? Moi, Carl, c'est mon code de boulot aussi. Et je ne parle pas aux femmes victimes de violences conjugales, mais aux assistants sociaux, entre autres. Hein? Je ne me vois pas, vous dites, heureusement. Et je ne me vois pas en train de lui dire que la violence n'existe pas. Évidemment, quand vous sortez le mot sortez le discours de ce contexte, évidemment, elle veut dire n'importe quoi, mais surtout pas ce qu'il fallait. Donc, je ne parle pas aux femmes battues. C'est vous qui parlez. Et en passant soit dit, ne sous-estimez pas, vous le faites sûrement pas, mais je le dis à toi, et ne sous-estimez pas vos publics. Hein. Ils sont battus, ils ne sont pas cons. Hein. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est pas très scientifique, mais chacun entend bien. Et, elles sont très, très fortes, elles sont peut-être même plus fortes que le bourreau. Hein. Oui. Mais sinon, comment elle fait? Jadis, il y a beaucoup d'années, bon, j'étais plus jeune évidemment, et plus agressif. J'ai fait un article pour une revue non, pour un journal des DOUS, oui, des DOUS, DOBS. Le titre était, ça m'avait été demandé, le titre, à partir de combien de coups une femme est-elle battue? Donc la journaliste s'est beaucoup énervée. Évidemment, c'est un mec qui parle. Bon. J'ai dit oui, c'est un mec, j'y tiens beaucoup d'ailleurs, mais ce n'est pas une malédiction. C'est pas une malédiction. Et il faudrait voir comment joue. Il faudrait tellement de temps, et personne n'est infini, éternel. Et il faudrait interroger, par exemple, nos élans caritatifs à l'égard des femmes battues et autres, et enfants abusés et autres. Nos élans caritatifs. Autrement dit, notre sous-estimation de leur puissance, heureusement, de leur capacité de résistance, oui. Vous dites plus fort que les types, oui, sûrement. Il faut être costaud hein, pour se faire tabasser et ne pas mourir. Il faut être costaud. Donc, bon, le champ du travail social est hautement envahi par des mauvaises herbes, très mauvaises herbes, la charité. La charité plus ou moins laïque, mais la charité, c'est-à-dire la sous-estimation de la puissance des usagers. Ce n'est pas un lapsus, hein? C'est discutable comme tout ce que je raconte, mais le fait que les usagers n'ont pas forcément besoin d'être aidés. Peut-être qu'ils ont besoin de quelques alliances avec vous, pas d'être aidés. Ma petite, je vais t'aider. Je vais me pencher sur ton cas. Non. Pas forcément. Bon, donc, avec quoi je n'ai pas répondu à votre question, mais quelle est votre question? Je vais prendre le micro. Non, la question, c'était savoir, comme vous aviez dit que vous alliez revenir sur le chapitre des violences conjugales. Oui. Non, disons voilà, pour comprendre. Ah oui, d'accord. En effet, c'était la question. Et, non, pour comprendre un peu cette horrible expérience qui n'est pas unique pour vous, je veux dire, c'est à la CAF, on a beaucoup de situations comme ça, à d'autres CAF en tout cas que je connais. Et, bon, et il faut comprendre les modèles culturels, les références qui sont à l'œuvre dans ces histoires de violence pour ne pas psychologiser la violence, c'est-à-dire pour ne pas dire que c'est l'effet du mari
Non, le mari est un porte-parole. Or, le compagnon est un horrible porte-parole. Ce n'est pas l'auteur. En tout cas, c'est l'auteur, mais ce n'est pas le moteur. Vous voyez, les moteurs sont les idéologies, les modèles avec lesquels le type intervient. Et qu'est-ce qu'il encaisse et pourquoi il encaisse. L'arbre, c'est pas... Non, c'est pas le moment avec vos horaires bizarres. Mélito, tu entends, non? Oui, bon. Très bien. D'accord. Non, ça, il faudrait faire un mini-analyse pratique. Oui. Là, il faudrait que vous parliez, mais je ne vous propose pas le temps. Enfin, moi, j'ai le temps, hein, je me couche à minuit. Mais bon. Traiter d'une situation d'une femme réelle, frappée par le mari réel, un compagnon réel, pour voir un peu, non pas la violence conjugale, qui peut faire, ça, je peux faire des articles là-dessus. Non, c'est pour voir une situation de violence conjugale, c'est pas la même chose. Des mags à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas ouvrir? Il y a un message qui dit je ne peux pas ouvrir. Qu'est-ce qu'elle voudrait ouvrir? Je ne peux pas. Un fichier. Ah oui. Il y a un lien, oui, c'est pour ça. Ah oui. Et c'est quoi ce fichier? Bon. C'était l'adresse mail et les infos sur la lettre de Micheli. Ah oui, d'accord. Très bien. C'était une tentative, mais bon, voilà, toutes les tentatives ne sont pas couronnées de succès. Ce dont vous parliez à la fin, j'ai l'impression, c'est d'une culture de la violence, une culture qui va venir de la famille. Ça me fait penser à quelque chose, c'est plusieurs choses à vrai dire. C'est bon, on parle souvent du fait qu'on consent à une certaine violence pour avoir une certaine protection dans un État, par exemple. Oui. Mais ce consentement-là n'est pas verbalisé directement. C'est quelque chose qui est induit. Que l'on n'apprend pas directement. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on nous l'ait dit directement, qu'il y a une violence pour une certaine protection, il y a une violence envers les autres, envers soi-même, pour soi-même se protéger des autres violences. Et ça me fait penser du coup à, par exemple, ce qui est de la culture du viol, où on parle du coup d'un changement culturel à ce niveau-là pour éviter qu'il y ait des comportements qui amènent à ce fait-là, qui sont beaucoup réfléchis. Par exemple, donc la question de la violence qui est consentie, qui est beaucoup réfléchie dans le milieu féministe et BDSM, qui se relie énormément aujourd'hui par rapport à ça. Mais est-ce que vous avez par exemple un avis par rapport à cette culture-là, par rapport à cette question de la violence consentie aussi? Difficile comme ça. Consenti, il y a un petit bulletin qui en sort dans mon association chaque mois, on peut l'avoir sur Internet. Il y a le prochain numéro traite en partie la question du consentement sexuel. Mais vous disiez consentement. Oui. Mais ça dépend qu'est-ce qu'on met dans le consentement. Vous voyez? Comme je viens de la philo, personne n'est parfait. Hein? Je viens de la philo, donc il y a la manie de définir, la méfiance à l'égard des mots. C'est très utile pour la pratique. Hein? Pour la pratique quotidienne, on ne fait pas mieux. Mais bon, ça peut être très casse-pied par moment. Les consentements, ça dépend. Réponse normande, ça dépend. Parce que le consentement, point de vue juridique, n'est pas le consentement, point de vue psychanalytique. Consciemment, je te dis oui, mais je ne veux pas en fait. Ou le contraire. Le consentement n'est pas de seule pièce.
il est bariolé, traversé par des tendances différentes. Il faudrait parler en termes de plutôt oui ou plutôt non pour le consentement, plutôt. C'est pas oui absolu, c'est pas non absolu. Dans certaines situations, ça peut arriver. Mais il faut voir ça. Le consentement, je le vois comme quelque chose de l'ordre d'un contrat qui relie les deux personnes sur les limites de ce qui est les deux personnes ou une société entière d'ailleurs sur les limites de ce qui est possible. Comment est-ce que vous le définiriez? C'est la définition théorique du contrat théorique, du consentement théorique. Un contrat, le contrat met sur un pied d'égalité des gens et des positions radicalement opposées. Contrat de location, contrat de vente. Quelqu'un a un objet que je voudrais posséder, dont je lui achète. Un contrat, le contrat est la sanction légale des rapports de force. Sanction légale des rapports de force. Si vous voulez, parce que Laurent, juste titre, va nous dire bientôt qu'il faut commencer à conclure, on peut continuer par mail, si vous voulez, ou par Zoom, ou par Skype, ou autre modernité. Non, tu avais le temps de développer si tu souhaitais, ou de prendre le temps, si tu veux. On n'est pas non plus 17h30, mais on peut prendre... Ah, ça peut être 7h30 du matin, tu veux dire? Pas de problème. On peut faire une visioconférence castriste. On parle jusqu'à demain, on fait un entretien infini. Avec plaisir. Auriez-vous des situations, une situation qui illustre la chose? Deux personnes que j'ai pu suivre dans... bon, en réalité, là, je traitais plusieurs sujets en même temps, donc c'est là où c'est complexe. Mais là, c'est par exemple deux personnes sans-abri qui vivent dans un squat ensemble et qui ont un rapport sadomasochiste entre eux, qui est verbalisé avec ses limites. C'est-à-dire ils en parlent entre eux, ils s'en vantent entre eux aussi, mais malgré tout, j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait eu un contrat, disons des limites par rapport à ce qui allait être fait, et un contrat bien sûr qui soit fluide, qui évolue, mais qui n'était pour le coup jamais dit directement. C'était souvent plus à la fin des violences où l'un disait si c'était quelque chose qu'il avait vécu comme violent, quelque chose qu'il avait vécu comme je sais plus quel terme il utilisait, mais c'était quelque chose de l'ordre quasiment de la libération, d'avoir aussi bien créé cette violence-là que l'avoir vécue. Quelle violence? Ça allait être par exemple l'un qui allait taper l'autre avec un poil quand il lui avait volé un petit peu de shit et où l'autre avait les moyens au bout d'un moment de s'acheter ce shit-là, mais continuait à lui voler et avait une certaine fierté à montrer ses blessures quand on le croisait. Pourquoi vous dites sadomasochiste? C'est le terme qui était utilisé c'est le terme qui était utilisé par les professionnels qui m'accompagnaient. Après, c'est pas un terme qui me parle pour le coup. Je l'utilise plus par automatisme. Des psys ou de... Comment? Qui utilisait ce terme? Des personnes éducateurs. Ah oui. Ils savent ce que veut dire sadomasochiste? Je ne saurais dire, j'aurais pas posé la question. J'utilisais le terme plutôt moi de BDSM, mais... Ça peut être utile, Clément, ça peut être utile. Va savoir. Va savoir de qui. Excusez-moi. Est-ce que je peux intervenir?
Sur le sadomasochisme, je sais, non, mais je veux dire, pour des raisons qui me concernent, j'ai un peu côtoyé ce milieu de BDSM, je veux dire, enfin voilà. Et en fait, là, dans ce que tu décris, Clément, pour moi, qui rentre dans le cas du BDSM, ça n'a rien à voir. Donc, là, pour ce terme, parce que par exemple, le BDSM, c'est un très bon exemple pour dire que la violence, c'est vraiment une question de point de vue, parce que ce qui peut être vu comme violent par certaines personnes des pratiques BDSM, en fait, sont vecteurs de plaisir dans ce milieu-là, et donc c'est rien à voir. Oui. C'est mon point de vue toujours qui vaut aussi ce qu'il vaut. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue-là. Je suppose que Clément le disait dans ce sens aussi. Oui, tout à fait. Là, au contraire, où je voyais une limite par rapport, c'est pour ça que j'ai pas utilisé non plus le terme de BDSM, c'est plus sur la question du contrat de confiance qui n'avait pas été établi entre les deux de manière structurée en tout cas, et qui se vivait plus, j'ai l'impression, à travers les actes et une limite en moment qu'il donnait. Mais qui allait vraiment varier entre les instants et qui était très peu clair pour moi. Très peu, pardon? Clair. Oui, d'accord. Oui, les couples sont toujours très énigmatiques pour ceux qui n'en font pas partie. Et pour ceux qui en font partie, c'est impénétrable. Donc, la question ne se pose pas. Bon, oui. Bonjour, j'ai une dernière une question, moi aussi. Je suis en terminale et je suis le fils donc, de Norio 643. Et, Ah oui. Vous êtes le fils de l'assistance sociale? Exactement. Ah oui, bon. Donc, je sors un petit peu du sujet donc, de BDSM, tout ça, mais juste, est-ce que vous pensez que donc on peut combattre la violence par la violence? Est-ce que vous pensez qu'on peut combattre par autre chose? Qu'on peut combattre, pardon? Par autre chose que la violence. Par exemple, là, j'ai en tête Gandhi qui avait prôné la paix et tout ça. Et est-ce que c'est aussi efficace Oui. Oui, sur ça aussi, j'ai écrit un article dans l'antenne jeunesse. Et ça emmerdait beaucoup les Anglais, hein, cette violence de Gandhi. C'est-à-dire que ça les emmerdait. Pourquoi? Ah, parce qu'ils ne pouvaient pas circuler, les autres, on les cognait dessus, ils ne réagissaient pas. Perturber l'ordre social. C'est très violent pour une tête d'anglais. Je ne dis pas qu'il faut combattre la violence par la violence. J'ai dit que est violent, dans ce sens-là, est violent les comportements qui m'empêchent, le comportement d'autrui qui ne correspond pas au modèle auquel j'adhère. La non-violence, vous la prenez à la lettre, oui, donc je suis comme ça. Ah oui, on ne voit pas bien, mais enfin, je suis comme ça, on me cogne, je ne bouge pas. Bon. La non-violence, on peut la comprendre de sens inertie, passivité, etc. Et c'est pas ça, hein, la non-violence, du tout. Ils sont très actifs, le mec. Hein. Très actifs. Parce que quand on les cogne dessus, ils gueulent. Bon, c'est normal, hein, quand même pour Gandhi. Et il gueule, il s'éloigne quelques mètres. C'est pas violent comme un flic qui cogne, vous direz, tout à fait d'accord. Mais c'est violent pour un flic obsédé par l'ordre public. Hein. Il y a une relativité de la violence. D'ailleurs, répondre à la violence par la violence, c'est une formule bizarre. Parce que la violence, il faut l'accompagner, l'instruire. Les flics font 6 mois maintenant, je crois que c'est 3 seulement, de formation. Même pour ça, même pour cogner comme il se doit, il faut une formation.
Et la formation n'est pas frappée comme ça. La formation, c'est aussi des valeurs, des principes, des idéaux. Il n'y a pas de violence sans idéologie, dirait un sociologue, ce qui m'arrive parfois. Oui, il n'y a pas de violence sans idéologie de la violence. Je lisais je ne sais pas ce que c'était, le bouquin, bon, peu importe ici, où l'auteur rappelle une conférence plutôt amicale entre un riche, qui était un des généraux nazis, et ses chefs de corps qui passaient la journée à tuer des Polonais, et des armées et tout. Et le riche en question leur expliquait qu'il comprenait leurs problèmes de conscience, que la tâche n'était pas de tout repos, évidemment, parce que les Polonais s'agitaient un peu, je pense, mais qu'ils avaient un devoir majeur, assurer le triomphe du Troisième Reich, et qu'à ce titre, les tueries n'étaient pas des violences, mais juste la justice pour une cause juste. À quelques mots près, texto. La violence peut ne pas en être une. Ça dépend qui la regarde, qui c'est quoi, avec quel principe, quelle valeur. En fait, du coup, la violence, c'est assez subjectif. Non, parce que, par exemple, on peut blesser sans faire exprès. Non. Non, ce n'est pas subjectif parce que ça ne dépend pas de vous ou de moi. Ça dépend des configurations, je veux dire des phrases barbares des sociologues. Hein. Ça dépend de configurations idéologiques dont vous êtes adepte. De comment votre culture pense ça. Hein? De comment votre culture pense ça. Les crimes d'une partie de l'armée française en Algérie n'étaient pas des crimes pour le général Massu. Et c'était des opérations de maintien de l'ordre. Elle lui prouvait le contraire. Mais ce n'est pas parce qu'il était méchant. Non. C'est parce qu'il était extrême droite. Je veux dire, c'est pas moi qui décide, c'est pas vous qui décidez. C'est pas les individus sont des agents, mais ne sont pas des moteurs. Ne sont pas des moteurs. Ça va venir plus tard. Ne sont pas, oui, et c'est la CAF qui décide, pas votre maman. Bon, après, votre maman apparaît dans la manière de satisfaire ou pas telle consigne de la CAF. Mais ça serait nous accorder une toute puissance extraordinaire que d'imaginer que nous sommes à l'origine des violences, que dalle. Nous sommes juste des porteurs, parfois des minables porteurs, comme dans la violence conjugale. Vous me fatiguez, vraiment. J'adore ça. Clément, on devrait discuter encore, Clément. Intéressant. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a une dernière question pour terminer j'allais dire presque cette première séance en fait, parce que c'est plus, on a plus ouvert des chantiers que. Oui, c'est une ouverture. Oui. Et c'est très bien d'ailleurs comme ça en fait, hein, qui est. Bon, de toute façon, c'est ça que c'est. Exactement. Bon. Quelqu'un qui va avoir une attestation de présence. Oui, je réponds. J'ai envoyé mon adresse mail, il n'y a pas de souci. Moi non. Hein. Moi non. Je peux donner une attestation d'absence. Pour ceux qui n'ont pas compris. Bon, dans la dernière question, comme dit le chef Melito. C'est la violence, ça aussi, tu vois, la dernière question. Ah non, mais non. C'est une notion caoutchouteuse, vous voyez, évidemment, qui doit sa renommée, son extension, au fait d'être caoutchouteuse.
Comme certains guimauves, vous voyez, enfin, j'aime pas ça, mais certains guimauves comme ça, qu'on peut étirer à l'infini. Tout n'est pas violent, c'est plus complexe. Bon, cette dernière question. Ne vient pas. Moi, je veux bien poser une dernière question. Du coup, Jennifer, je suis travailleur social. Vous dites justement qu'il y a des codes ou des modèles, mais que ça dépend aussi des cultures. Mais dans ce cas-là, qui c'est qui va définir ces codes, ces modèles pour dire que c'est de la violence ou pas, et sur quels critères? Parce qu'en plus, ça change en fonction du temps, des époques. Donc, comment on fait? Attendez, j'étais là, mais je n'ai pas tout suivi. Et, comment on fait, pourquoi? Sur quels critères on va s'appuyer du coup pour définir la violence? Puisqu'on dit qu'il y a des modèles. Oui, mais ça dépend, ça dépend. Ça dépend des sociétés. Non, il y a personne. Une fois encore, je dis aux chrétiens, vous voyez, c'est une malédiction théorique, point de vue théorique. Bon, point de vue foi, bon, à chacun ça va l'hiver, peu importe. Mais point de vue théorique, nous cherchons la cause. Qui a fait ça? Qui est à l'origine? Il n'y a personne à l'origine. Il n'y a personne à l'origine. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est même pas quelques-uns. Ce sont des rapports entre des gens, des cultures, des paniques, des amours, des haines. Il n'y a pas quelqu'un. C'est difficile pour ça. Il faut passer une saison en enfer, je veux dire, en sociologie, pour comprendre qu'il n'y a pas moi et toi seulement, pour comprendre qu'on n'est jamais seul si c'est né en compagnie. Pour être seul, il faut être en compagnie. Bon, avec quoi je ne réponds pas à votre question. Et ce n'est pas quelqu'un qui détermine ce modèle, ce sont les relations sociales, ce sont les paniques, ce sont les idéologies déjà existantes, ce sont la mainmise de tel ou tel pouvoir sur les médias et autres. C'est complexe, vous voyez, ce n'est pas la réponse simple, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui est l'auteur de... Non, ce n'est ni les présidents de la République, ni... c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un. Mais il faut bien qu'il y ait un consensus. Oui. Vous savez qu'est-ce que c'est un consensus? Un consensus, c'est un malentendu partagé. Mais il y a quand même un partage. Pardon? Il y a quand même un partage, donc ça veut dire qu'il y a quand même des points. Oui. L'important, c'est qu'on soit d'accord. Et les consensus durent tant qu'il n'y a pas un idiot qui demande sur quoi ils sont d'accord. Malentendu partagé, c'est une définition qui n'est pas ironique, très réaliste. Hein? Malentendu partagé. Ah, je ne savais pas que tu pensais comme ça. Tu ne m'as jamais demandé. Oui, on n'a pas intérêt à demander toujours. Hein? Mais tu vois, je propose qu'on termine provisoirement sur ce malentendu, en fait. Tu vois, je pense que c'est une bonne conclusion. Tu vois, t'en rester sur un malentendu. Parce que du coup, oui. Merci beaucoup de ton invitation, Laurent. Merci à vous tous. J'ai senti une écoute chaleureuse des désaccords que je célèbre. C'est fait pour ça. Hein? Quand on est éducateur, bon, on n'est pas obligé d'être prof. Vous voyez, donc, ce n'est pas nécessaire de cultiver le consensus. Hein? En deux mots. En tout cas, c'est très joli. Très joli. Très, très bonne soirée à tous, du coup. Bon, et puis, on va réfléchir à prolonger, parce que du coup, tout en écoutant, je réfléchissais à toutes les pistes de prolongation qu'il pourrait y avoir pour une nouvelle séance de travail ensemble dans les mois à venir. Mais en tout cas, oui. On va y travailler. Voilà. Très bonne soirée à tous. Ouais. Bye bye. Merci Saül pour merci. Avec plaisir. Au revoir, merci beaucoup. Merci. N'oublie pas mon attestation. Non, je la fais tout de suite. Ciao. Bonne soirée.